بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2, toujours sur le module Technologie des composants passifs, chapitre numéro 2, les condensateurs. Nous sommes arrivés aux condensateurs électrolytiques ou tantales. Ce sont des condensateurs qui ont une forte capacité pour un faible enrôlement. Vous avez pour les condensateurs électrolytiques au tantalum un revêtement époxy, la graphite et l'argent, bioxyde de manganèse, électrolyte solide, le pentoxyde de tantale d'électrique, une palette de tantale fritée, l'anode des soudures, 10 fils de nickel pour la partie positive, 2 fils de nickel négative, des fils de cathode soudés à la partie en argent du condensateur, 2 fils de tantale soudés aux palettes de tantale. Donc, on a dit que ce sont des condensateurs qui ont une forte capacité pour un faible encombrement. L'utilisation, c'est bien pour le filtrage en électrode. Quels sont les paramètres importants au choix d'un condensateur? On va commencer par la première des choses, c'est la valeur de la capacité. Donc, pour assurer l'alimentation d'un circuit électronique pendant une microcoupure. Deuxièmement, la tension d'utilisation d'un condensateur. Tout condensateur a une tension maxi d'utilisation appelée tension de claquage. Lorsqu'on dépasse cette tension, un court-circuit se crée à l'intérieur du condensateur qui va entraîner sa destruction, bien sûr. Troisièmement, la température de fonctionnement. Quatrièmement, la polarité. Vous avez que certains condensateurs sont polarisés. Brancher un condensateur polarisé à l'inverse entraîne sa destruction. La charge d'un condensateur, si on va utiliser la loi de May ici, donc vous avez que la tension U est égale à la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes du condensateur. U est égal à la valeur de la résistance fois le courant U plus Q sur C égale plus la dérivée de Q par rapport à T. On va remplacer I par sa valeur, donc on aura dans ce cas U est égal à R par la dérivée de Q sur dt plus Q sur C. On va multiplier la tension par la charge C, donc vous aurez U par C est égal à R par C par dQ sur dt plus Q. U est égal à C moins Q est égal à R fois C par dt sur dt. dQ sur U par C moins Q est égal à R par C sur dt. Maintenant, on va calculer l'intégrale. Vous aurez dans ce cas l'intégrale de 0 à Q de dQ sur divisé par U multiplié par C moins Q est égal à l'intégrale de 0 à T de la valeur de la résistance multipliée par le condensateur par dt. On aura dans ce cas que T sur le produit de la résistance par le condensateur est égal à moins le logarithme nébérien de la tension U par C moins Q plus K. Maintenant, pour T égale à 0, vous avez Q égale à 0, donc on aura dans ce cas 0 est égal à moins log nubérien de U par K plus K. Et à la fin, après simplification, on aboutit à Q égale à QF multiplié par 1 moins exponentielle moins T par le produit de la résistance fois le condensateur. Sachant que RC est appelé constante de temps de circuit. RC, c'est 1 par farad. Donc, CV sur A par C sur V est égal à C sur C sur S est égal à S. Elle représente le taux recu pour que le condensateur atteint une charge. Dans ce cas, Q, ça sera QF par 1 moins exponentielle moins 1 est égal à 0,63 multiplié par QF. Donc, c'est à peu près vers la valeur de 63% de la charge finale de QF. Le condensateur n'atteint jamais la charge maximale QF et il atteint 86% de cette valeur en 2 fois la valeur de RC
et à peu près vers 95% en 3 RC, 98% en 4 RC, etc. Donc, pour obtenir l'intensité du courant I qui charge le condensateur, nous avons I est égal dQ sur dt est égal à U sur divisé par R multiplié par exponentielle moins T sur le produit RC. Maintenant, pour la décharge du condensateur. Pour l'instant T égale à 0, le condensateur comporte une charge Q0 égale à U par C. Aux bornes du condensateur, UC est égal à Q sur C. Dans ce cas, vous aurez la tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes du deuxième résistance. Et vous avez le rapport Q sur C est égal à R2 multiplié par le courant I. Cette fois-ci, le courant qui circule fait diminuer la charge de condensateur et vous aurez I est égal moins la dérivée de Q par rapport à T. On fait la même chose, on va mettre Q est égal à moins R par C sur dQ sur dt, moins dt sur RC est égal à dQ sur 2t. Si on va calculer l'intégrale des deux côtés des équations, vous aurez à la fin que Q égale Q0 exponentielle moins T sur RC. L'intensité de courant, ça sera I est égal, donc quand vous voyez, c'est la courbe de décharge, est égal à moins dQ sur dt est égal à Q0 sur le produit RC par exponentielle moins T sur RC. On va voir maintenant quelles sont les caractéristiques électriques des condensateurs. On va commencer par la capacité. Vous avez que la capacité, c'est la valeur nominale d'un condensateur présentée entre ces deux armatures. Elle se mesure en farad, le symbole c'est F, mais cette unité correspond à une capacité trop grande qu'on ne rencontre pas en pratique. C'est pourquoi on utilise fréquemment les sous-multiplés du farad. Vous avez le millifarad, le microfarad et le nanofarad et le picofarad. Maintenant, pour la tolérance, c'est un pourcentage de plus en moins, de plus en ou en moins autour de la valeur nominale que le fabricant s'engage à respecter pour toutes les pièces livrées. Maintenant, pour les tensions appliquées, nous avons la tension de service en courant continu, c'est le symbole VNCC, l'abréviation de tension nominale en courant continu. Elle indique la valeur de la tension continue en volts qui peut être appliquée au condensateur en régime permanent. La tension de service en courant alternatif, son symbole c'est VNCA. L'abréviation de tension nominale en courant alternatif indique la valeur de crête de la tension alternative. La tension DC, elle exprime la tension maximale en volts applicable au condensateur exclusivement pour un essai à effectuer selon des modalités spécifiques établies par le constructeur. Vous avez que la tension DC indiquée en volts P est généralement 2,5 fois plus grande que la tension de service VM. Donc, pour un condensateur de VP de 1500 volts, il est possible d'appliquer une tension de service maximale V1 de 1500 divisé par 2,5 est égal à 600 volts. Maintenant, pour les coefficients de température, vous avez que le coefficient de température indique la variation relative de la capacité par rapport à la variation de température. Côté résistance d'isolement, vous avez que la résistance d'isolement est mesurée en appliquant une tension continue aux bornes du condensateur dont la valeur est spécifiée par le constructeur. Cette donnée exprimée en mégaohms en fonction de la valeur de la capacité définit en pratique la qualité d'électrique. Plus sa valeur est élevée, meilleur c'est les ohms. Le marquage d'un condensateur, on va commencer par le marquage en clair. Sur certains condensateurs, la valeur de la capacité est marquée en chiffres lorsqu'on lit par exemple 2,2 nanofarad.
Ici, vous avez 330 picofarads, 1000 picofarads qui est égal à 1 nanofarad, 0,18 nanofarad, c'est 180 picofarads. Et on va remplacer le troisième chiffre par autant de 0 et lire la valeur en picofarad. Deuxième marquage, c'est le marquage par code de couleur comme dans le cas des résistances. L'utilisation du même code des codes de couleur que pour les éléments résistifs, pour le coefficient de multiplication, on va utiliser les couleurs gris et blanc qui correspondent au coefficient 0,01 et 0,1. Ici, vous avez la valeur de la capacité, sa tolérance entre plus ou moins 20% et plus ou moins 10% pour le blanc et le noir, la tension de service 400 volts, 250 volts, donc en rouge ou bien en jaune. Maintenant, côté polarité, sur certains condensateurs polarisés, la polarisation est affichée par un plus ou un signe négatif. Pour d'autres, comme les condensateurs chimiques, la polarisation est repérée par l'anneau ou l'encoche sur l'une des bornes du condensateur qui désigne le plus. Quand vous voyez ici, vous avez ici la borne négative, ici la borne positive. Donc, quand vous voyez sur cet modèle de capacité. Quelles sont les applications d'un condensateur? Vous avez que les propriétés des condensateurs les destinent à remplir plusieurs fonctions spécifiques. Dans les montages électroniques, toutefois, leur comportement ne sera pas du tout le même en régime continu ou bien en régime sinusoïdal. Pour la réactance, il convient de signaler une propriété importante des condensateurs, à savoir qu'ils laissent passer le courant alternatif, mais ne laissent pas passer le courant continu. Les trois schémas ci-dessous montrent que le condensateur bloque le courant continu, mais laisse passer le courant alternatif. Dans la première figure, vous avez la source de tension, c'est une batterie. Il s'agit donc de courant continu. Si on ferme l'interrupteur, la lampe ne s'allume pas, car le courant ne passe pas. Dans le deuxième cas, le condensateur est monté en parallèle avec la batterie. La lampe s'allumera si on ferme l'interrupteur. Dans la troisième figure, le schéma est identique à celui du haut, mais à une différence près que le générateur délivre ici une tension alternative. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, la lampe s'allume, car le condensateur laisse passer le courant alternatif. On voit bien sûr cette figure des condensateurs de liaison. Comme vous voyez, c'est pour plusieurs étages. Dans ce cas, nous avons le premier condensateur, deuxième, troisième, ce sont des condensateurs de liaison. Le premier condensateur isole l'entrée IN de la tension continue se trouvant sur la base du transistor T1. C2 isole l'étage 1 de l'étage 2. Cette façon de faire simplifie beaucoup de calculs des résistances de polarisation. Troisième condensateur isole la sortie out de la tension continue présentée sur le collecteur du deuxième transistor. Le condensateur C1 a une résistance en série, se comporte comme un filtre passe-haut et ce genre de filtre va atténuer les basses fréquences et laisse passer les fréquences hautes. Maintenant, pour les condensateurs de découplage, les nécessités de la polarisation peuvent amener à introduire dans le montage des éléments des résistances notamment qui nuisent au bon fonctionnement du régime alternatif. Pour éviter ceci, on peut mettre en parallèle sur ces éléments un condensateur qui va se comporter comme un court-circuit pour les signaux alternatifs. Comme pour les condensateurs de liaison, il ne modifie en rien la polarisation du montage. Le condensateur de filtrage il permet de réduire la variation de la tension en sortie d'une alimentation. Comme vous voyez ici, vous avez une tension alternative, une tension redressée, une tension filtrée.
Avec le redressement, la tension de sortie est positive, mais n'est pas toujours une constante, comme vous voyez sur la courbe rouge. Donc ici, vous avez une tension redressée double alternance en sortie du pont de diode. Pour lisser cette tension, la transformer en tension continue. On utilise donc un condensateur de filtrage qui va stocker l'énergie lorsque la tension est proche de son maximum et la restituer pendant les trous lorsque la tension est faible. Ici, on voit bien que plus la capacité du condensateur est grande, plus celui-ci va lisser la tension. On le voit sur le graphique, la courbe en rouge est lissée avec un condensateur qui a une capacité moins forte que la courbe bleue. Vous avez ici pour le pont de diode avec un transformateur de 220 volts secteur accompagné de condensateurs. Pour la mesure et le contrôle d'un condensateur, vous mettez le condensateur entre les bornes du tensiomètre, mais il faut faire attention à la polarité lorsque vous mesurez des condensateurs qui sont polarisés. Pardon, c'est pas un voltmètre, c'est un multimètre, pardon, calibré, mis sur la fréquence, en farad, bien sûr. On va s'arrêter ici. On termine la suite dans les prochains cours, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.